après la victoire décisive de Dien Bien Phu, le Nord-Vietnam est un pays qui n'a encore ni désarmé, ni démobilisé. Sur l'emplacement de la célèbre cuvette, qui revêt désormais pour le peuple vietnamien un caractère sacré, des champs bien cultivés, des touristes pourraient faire illusion, évoquer le retour à la paix. En fait, la guerre continue. De Dien Bien Phu partent à intervalles réguliers des bataillons d'intervention pour le Laos. L'homme reconnu dans le monde entier comme le Napoléon de la guérilla, qui après avoir vaincu les Français passe pour diriger en coulisses la lutte contre les Américains, le général Giap nous parle de l'armée populaire. Vous avez posé une question sur le potentiel, n'est-ce pas, de la résistance. Je serai bref sur la question. Je vous dirai des généralités précises, ou comme vous voulez, n'est-ce pas, des précisions générales, n'est-ce pas? Eh bien, la République démocratique du Vietnam, n'est-ce pas, a même absolument, n'est-ce pas, d'assurer sa défense, assurer la défense et d'écraser, n'est-ce pas, n'importe quel agresseur impérialiste. La principale force de notre armée réside dans le moral, dans l'esprit combatif du soldat et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique. Deux facteurs. Le facteur primordial, le facteur moral. Alors nous sommes fiers, n'est-ce pas, du moral élevé de notre armée. Maintenant aussi. Mais certains pensent en Occident que vous, personnellement, continuez à inspirer la stratégie du Viet Cong. Est-ce que c'est vrai? Viet Cong, c'est... Viet Cong, vous parlez Viet Cong, c'est-à-dire... La résistance du Sud. La résistance du Sud. La résistance du Sud, n'est-ce pas, c'est la population du Sud, n'est-ce pas, qui mène la résistance, n'est-ce pas. Alors la population du Sud, n'est-ce pas, a l'expérience de 10 années de guerre contre le corps expéditionnaire français, n'est-ce pas. Alors maintenant même, certains journalistes français, n'est-ce pas, et certains hommes politiques français donnent des conseils aux Américains, que ça, n'est-ce pas, ne sera jamais résolu par la voie de la guerre. Alors vous comprenez que notre population, n'est-ce pas, était imprégnée des expériences de la résistance. C'est la guerre populaire. C'est la guerre populaire. Avec des formes plus riches qu'auparavant. Et le moral du côté de l'ennemi, n'est-ce pas, bas, très bas. Très bas pourquoi? Parce que la plupart, n'est-ce pas, c'était la grande partie, l'écrasante majorité, n'est-ce pas, à côté, n'est-ce pas, des 20 000, c'est 20 000 conseillers soldats américains, n'est-ce pas, ce sont des Vietnamiens. Alors, la plupart ne veulent pas se battre. Ne veulent pas se battre. Ça se comprend. Et surtout après les défaites, n'est-ce pas? Mais dans quelle mesure peut-on dire que vous-même, vous continuez d'inspirer cette stratégie brillante, puisqu'elle a des résultats jusqu'ici? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Je peux vous dire seulement que la population du Sud mène la guerre contre les Américains, n'est-ce pas, avec l'expérience de la première guerre de libération que nous appelons, n'est-ce pas, la première guerre sainte de libération. Maintenant, c'est la deuxième guerre sainte de libération. Totalement prise en charge, réquisitionnée depuis l'aube jusqu'au soir, la population commence chaque journée par la gymnastique obligatoire à 5 heures du matin. Dans la cour d'un HLM de Haiphong, voici Madame Tin, 29 ans, mère de 3 enfants. Le chef d'îlot donne l'exemple.
Voici Nan, le mari de Tin. Sitôt la gymnastique terminée, Nan et Tin se rendent au travail. Ce sont des privilégiés, car ils possèdent un vélo familial. Nan et Tin sont tous deux employés à la cimenterie de Haiphong, qui, avec 3000 ouvriers, a doublé la production d'avant-guerre. Tin coupe les sacs de ciment. À longueur de journée, la même voix de femme encourageante incite les ateliers à augmenter la production. Tổ quả gang 1-2 là một trong 3 tổ quả gang điền của phân xưởng nhà tháo, nhưng về cơ cấu của tổ chức, nó lại khác hẳn 2 tổ đồng nghiệp và các tổ khác trong phân xưởng. Vì ngoài 2 quả gang ra, nó còn bao gồm tất cả các bộ phận máy móc trong một hệ thống dây chuyền. À 8h30, le gong donne le signal de la pause. Cette récréation va se diviser en 2 parties. D'abord 10 minutes de gymnastique, de nouveau, sous la surveillance cette fois du chef d'atelier. Puis 20 minutes d'autocritique. Chaque ouvrière recherche dans sa conduite et celle de ses compagnes les fautes qui ont pu être commises depuis 24 heures. Celle-ci s'est disputée hier avec une camarade et elle s'en accuse publiquement. Tenir au poste clé un certain nombre d'hommes d'hier, mandarins, Tour va faire son autocritique. Pendant ce temps, dans l'atelier de mâche-fer, Nan, le mari de Tin, vérifie le temps de solidification du ciment. Les ateliers sont d'une propreté remarquable. Le travail se fait avec une grande application. Mais voici l'heure des exercices d'autodéfense. Nan abandonne le ciment pour le fusil. En prévision d'un débarquement toujours possible des Américains, chaque usine, chaque îlot d'habitation, chaque ferme collective doit pouvoir se défendre sur l'heure et seule. Après l'usine, Tin se rend au magasin d'État pour faire ses achats. Elle a droit à 15 kilos de riz par mois, 500 grammes de sucre, 1 kilo de viande. La ration est la même pour son mari et ses enfants. Deux fois par semaine, le travail à l'usine terminé, Nan et Tin suivent les cours du soir. Un travail formidable d'alphabétisation se poursuit à tous les niveaux dans tout le pays. Pour gagner cette bataille de l'éducation, on stimule le travailleur en lui décernant une cascade de diplômes. Nan, travailleur d'élite, sera peut-être promu demain combattant d'émulation avant de devenir, qui sait, héros du travail. Tin, plus faible, fait des dictées. Hanoï, le carrefour de l'ancienne rue Paul Bert et du Petit Lac,
à l'heure de la sortie d'usine. Pas une seule voiture, mais beaucoup de vélos sur lesquels se déplace lentement, machinalement la foule des travailleurs dans une régularité impressionnante. La sensation que ce pays est anormal ne nous a pas quittés au Nord-Vietnam. Anormal d'abord parce que toute vie individuelle a disparu au bénéfice d'un effort collectif extraordinaire. Dirigé d'une main de fer à l'intérieur d'un dispositif de sécurité draconien. Anormal ensuite parce que dans ce pays coupé en deux depuis 10 ans, un grand nombre de familles vivent le drame de la rupture qui alimente à sa façon la guerre du Sud. Un militaire récemment démobilisé, Tan, va nous exposer son cas personnel. Alors, pendant ces 9 ans, j'ai pu voir ma femme il y a 2 fois. Voilà. Une fois en 50, lors où j'ai été léché par napalm, par suite d'un rail, quoi. Voilà. J'ai été pris par un napalm, alors j'ai été mis en ambulance, pris à l'ambulance. Alors ma femme est venue il y a 15 minutes. Et après, 15 minutes. Voilà. Et puis, c'est fini. Elle s'est retournée parce que il y a des lignes de démarcation, quoi, entre. Alors, une autre fois, c'est-à-dire aux accords de Genève, avant de partir pour le Nord, ma femme est venue avec 2 gosses, avec mes 2 gosses, qui est assez grande, parce que 9 ans, que voulez-vous, quoi. Alors, elle m'a demandé comment pourrais-je faire maintenant. Voilà, je dis, voilà, continuez la lutte pour la rééducation. Voilà. Et il faut croire fermement à la ligne clairvoyante de notre parti et à la peine de notre président Ho Chi Minh. Voilà. Alors de là, j'ai dit, pour avoir un souvenir, je prends la fille et je vous laisse le gosse. Voilà. Alors de là, je prends ma femme, ma petite fille avec moi. Voilà. Maintenant, elle est au cours 10e. Alors nous, avant de quitter, nous croyons que dans 2 ans, nous serons réunis, quoi. Parce que d'après les accords de Genève, comme ça, nous serons réunis. Endoctriné, le cerveau lavé à longueur de journée, chaque citoyen du Nord-Vietnam est intégré dans un système qui, pour surmonter d'immenses difficultés, est obligé de livrer bataille sur tous les fronts à la fois. Ici, nous assistons à une réunion des 1033 femmes d'élite du Nord-Vietnam. En civil ou en uniforme, ces paysannes, ces citadines, constituent les cadres féminins de l'édification du socialisme. Madame, quel est votre grade dans l'armée vietnamienne? Chị là cấp bậc gì trong quân đội Việt Nam? Tôi là cấp bậc đại úy trong quân đội nhân dân Việt Nam. Vous voulez me dire, madame? Je suis capitaine, elle dit qu'elle est capitaine dans l'armée. Il y a beaucoup de femmes officiers dans l'armée vietnamienne. Có nhiều người phụ nữ sĩ quan ở trong quân đội không? Rất nhiều. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le capitaine Ho Thi Binh était marié pendant la résistance. Elle avait perdu son mari pendant la résistance. Elle avait 6 enfants, dont 3 sont morts avant la résistance. Et maintenant, il y en a 2 qui sont restés dans le sud et l'un est venu au nord. Il fait des études à la faculté ici. Et madame a un fils encore qui se bat au sud, je crois. Chỉ có người con thì đang chiến đấu ở trong Nam, phải không? C'est ça. Si en 10 ans, en dépit de difficultés énormes, le Nord-Vietnam a réussi à gagner plusieurs batailles, c'est en partie parce qu'il a osé maintenir au poste clé un certain nombre d'hommes d'hier, mandarins, capitalistes, élèves des Français,
élément qu'un marxisme aveugle eût ailleurs répudié, mais qui dans ce pays sous-développé parti à zéro ont su éviter des erreurs catastrophiques. Voici l'un d'eux, chef de l'ancien hôpital Yersin, à Hanoï. Docteur Tung, vous êtes en quelque sorte le foyer de la médecine au Nord-Vietnam et de la chirurgie. Je suis trop petit pour être le foyer, mais enfin, j'ai formé des chirurgiens. Vous avez formé tout ce qui existe actuellement? Non, il y a d'autres qui ont formé aussi. Après, je donne le dernier coup de main. En général, le dernier coup de main, ça passe par moi. Mais racontez-nous comment vous avez commencé dans la brousse. Puis dans la brousse, au début, nous avons très peu. Il n'y avait presque pas de chirurgiens. Nous avions un groupe de jeunes étudiants qui nous accompagnaient, n'est-ce pas, dans la brousse. Et c'est avec un embryon de 6 étudiants que nous avons formé la faculté de médecine. Et puis, cet embryon de 6 étudiants a fait boule, et après, il est venu à peu près une centaine. Et nous avons ainsi pu former au fur et à mesure des cadres pour la chirurgie, surtout la chirurgie d'urgence et la chirurgie de guerre. C'est-à-dire que vous étiez, en 1954, au moment de l'indépendance, vous étiez combien de médecins au Nord-Vietnam? 100 médecins, mais très peu de chirurgiens, parce que la chirurgie intéressait peu de personnes à ce moment. C'est au moment de la guerre que ça intéressait beaucoup les gens. Et aujourd'hui, il y a combien de chirurgiens au Nord-Vietnam? 400 chirurgiens sur 1400 docteurs en médecine. Vous avez été aidé, c'est-à-dire que tous les pays socialistes ont apporté leur contribution. Vous avez un matériel. Pendant la guerre, la résistance, ou après la libération de Hanoï, ou après la rentrée à Hanoï. Après la rentrée à Hanoï, oui. Oui, après la rentrée à Hanoï, il y a eu beaucoup d'aides, surtout la RDA. Vous savez, la République de l'Allemagne de l'Est nous a donné le premier coup de main. C'est elle qui a équipé entièrement cet hôpital. Mais aujourd'hui, vous avez un matériel très polyvalent, puisque vous avez des... Mais à côté des Allemands, il y a d'autres. Vous savez, tous les pays socialistes. Nous avons les Russes, les Chinois, les Hongrois, les Bulgares. Alors chacun apporte son petit matériel, de sorte à l'heure actuelle, nous avons un véritable tour de Babel d'instruments et de matériel, n'est-ce pas? Expliquez-nous un petit peu. Par exemple, voyez, dans cette salle d'opération, la lampe est hongroise, la table est allemande, l'appareil d'anesthésie est tchèque, ceci est allemand. Vous avez des pinces chinoises ici, vous avez, voilà, des pinces françaises, vous avez des pinces américaines. Voyez, alors, est-ce que vous êtes inscrit au Parti communiste, Dr Tung? Non, madame, je suis trop vieux. Dr Tung, le Nord-Vietnam se trouve dans une position apparemment tout à fait isolée. Il n'y a pas d'investissement étranger. L'aide des pays socialistes s'est très fortement ralentie. Alors, qu'est-ce qui fait marcher ce pays? Quel est le capital dans votre pays? Notre capital, c'est l'homme. Vous savez que le président Ho Chi Minh a une belle phrase à ce sujet. Au cours de la dernière conférence politique qu'il nous a faite, il nous a dit, pour sortir de cette impasse, il faut qu'un homme travaille comme 2 hommes. Le courage, l'endurance, le stoïcisme exceptionnel du peuple nord-vietnamien qui a construit son pays avec ses mains et ses ongles ne peuvent pas ne pas déclencher la stupeur et l'admiration générale, quel que soit le jugement qu'on porte sur le système. De vastes travaux d'irrigation ont été entrepris partout pour augmenter la surface cultivable. Encore une bataille dont allait dépendre celle du riz. Le président Ho vient en personne inaugurer le nouvel ouvrage d'irrigation. Pour le Nord-Vietnam, le défi était faire du riz ou mourir. Sur un territoire pas plus grand que le tiers de la France, il doit compter avec 600 000 naissances par an, proportionnellement plus qu'en Chine.
Aujourd'hui, le delta du fleuve Rouge est l'un des mieux cultivés du monde. Pas un pouce de terrain à l'abandon, même dans les hautes régions. On obtient 2, voire 3 récoltes de riz par an. On a multiplié les canaux d'irrigation. On a généralisé le drainage des rivières par écopage. La réforme agraire complètement achevée est un incontestable succès. Le rendement a passé de 13 quintaux à l'hectare à 20 quintaux aujourd'hui. Le peuple des campagnes vit lui aussi sur la défensive. Comme les ouvrières, ces paysannes prennent le fusil et s'exercent à l'autodéfense. Dans chaque école, dans chaque ferme, les tranchées creusées sont encore fraîches. Même bataille de l'éducation qu'à la ville. Toujours les mêmes thèmes, car les problèmes sont partout les mêmes. Dans toutes les fermes, collectivisées à 100%, les paysannes apprennent consciencieusement à lire et écrire, quel que soit leur âge. Monsieur, vous êtes instituteur dans cette coopérative. Oui, je suis instituteur dans cette coopérative. Madame sait maintenant très bien lire et écrire. Quel âge a-t-elle? Elle a 33 ans. Elle a des enfants? Elle a 5 enfants. 5 enfants. Ah, Oui. très bien. Et vous-même, alors expliquez-moi un peu cette coopérative, monsieur. Combien de familles vivent ici? Il y a plus de 500 familles qui vivent ici. Mais chaque famille a encore un coin de terre. Oui, Quelle superficie? environ de 100 mètres carrés par personne. Et combien de bêtes par famille? Chaque famille possède environ plus de dizaines de poulets, de coqs et environ de 3 cochons chaque famille. Une nouvelle bataille, celle de l'industrie. Les hauts fourneaux de Taï Nguyen préfigurent la rure du sud-est asiatique. Jusqu'ici, un seul four est en marche. Monsieur, vous êtes ingénieur chimiste dans l'usine de caoutchouc de Hanoï. Oui, madame. Quel âge avez-vous? J'ai 33 ans. Comment se fait-il que vous parliez si bien le français? J'ai été un certain temps j'ai fait mes études en France, n'est-ce pas, à Paris. Oui. Et quand est-ce que vous êtes revenu ici? Je suis revenu en 56. Je suis revenu au Nord-Vietnam en 56. Mais vous êtes originaire du Sud, alors comment se fait-il que vous ayez choisi de revenir au Nord? Oui, quoique originaire du Sud-Vietnam, j'ai choisi à la fin de mes études de revenir au Nord-Vietnam parce que j'ai pensé que le gouvernement du Nord-Vietnam a toujours lutté pour l'indépendance du peuple du Vietnam, n'est-ce pas? Et je me suis dit, comme étant intellectuel, il faut que je serve le gouvernement qui a lutté pour l'indépendance du Vietnam et non pas celui du Sud. Mais combien y avait-il d'ingénieurs il y a 10 ans dans ce pays-ci? Bah, exactement, je ne peux pas vous dire combien d'ingénieurs il y avait, mais je crois qu'il n'y avait pas plus d'une vingtaine d'ingénieurs. Et combien d'usines à peu près? Oh, à peu près 10 usines. Et actuellement, combien y a-t-il à peu près d'usines et d'ingénieurs? Est-ce que vous savez? Actuellement, il y en a des centaines d'usines, de grandes usines, je veux dire, n'est-ce pas? Et d'ingénieurs, nous en avons des milliers maintenant. Mais il en manque toujours, même actuellement, n'est-ce pas? Combien est-ce que vous gagnez, monsieur? Ah, je gagne en tout 90 dons. 90 dons. Oui. Combien coûte un vélo? Un vélo coûte à peu près 200 dons. 200 dons, ça fait donc 2 mois et demi de salaire Oui, à environ. peu près, oui. Ce jeune ingénieur, comme le peuple tout entier, est maintenu dans un état d'alerte permanent, grâce en particulier aux slogans et caricatures anti-américaines qui décorent, comme en Russie, comme en Chine, les places, les jardins publics, les centres culturels.
C'est naturellement des Américains que va nous parler celui qui demeure à 74 ans, sinon l'inspirateur de la politique, du moins l'image la plus populaire de son pays, le président Ho Chi Minh. Les Américains et les fantoches ont envoyé des équipes de sabotage, instruits, équipés par les Américains, etc. Et nous les avons pris. Peut-être vous avez entendu parler, n'est-ce pas, des procès. Oui. Et vous en avez pris souvent, à diverses reprises? Assez souvent. Est-ce que vous avez peur que les Américains portent la guerre au Nord-Vietnam? Nous n'avons jamais peur, n'est-ce pas? Comme les Français aussi, on dit que peur n'existe pas. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam? Non. Parce que vous savez que le peuple vietnam, c'est un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée. Et, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dire ça, s'enliser, et plus ils supportent des échecs, comme vous savez récemment, n'est-ce pas? Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit? Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitraire? Nous ne sommes pas des équipes de football. Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante? Comme j'ai déjà dit quelquefois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore, n'est-ce pas, de la volonté de ces peuples et la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question, n'est-ce pas? Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais parce que vous dites, par exemple, fleurs. Fleurs, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des roses, des blanches, des rouges, etc. Et il y a qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Mais on dit fleurs. Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici. Avec la France, surtout, et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. Naturellement, c'est une autre époque. Mais coopération culturelle, économique, qu'est-ce qu'il y a encore, sportive par exemple, oui. etc., n'est-ce pas, nous le désirons. Si la guerre se cristallise au sud et se poursuit encore pendant quelques années, pensez-vous que l'avenir économique du Nord-Vietnam soit viable? Je suis sûr que c'est non seulement viable, mais ça progresse. Parce que vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même qu'ici, nous travaillons beaucoup, notre peuple travaille beaucoup, avec abnégation, n'est-ce pas, et avec dévouement, avec enthousiasme. Et d'un côté, nous travaillons pour, comment dirais-je, pour principalement, n'est-ce pas, de nos propres forces, de nos propres, et
aussi, nous avons, n'est-ce pas, l'aide fraternelle des pays socialistes, n'est-ce pas? Alors, nous, jusqu'ici et après cela, n'est-ce pas, nous avons déjà réalisé des progrès. Pas très grand comme nous voulons, mais nous avons réalisé des progrès. Et dans l'avenir, nous progressons nous-mêmes. Mais vous mentionnez l'aide des pays socialistes. Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise à la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine? Non, parce que ces questions, n'est-ce pas, différences idéologiques entre nos différents partis frères, c'est nos affaires intérieures. Ça passera. Et l'unité, ça se fera. Mais l'aide fraternelle continue et continuera. Et c'est très précieux pour nous. Bien sûr. Mais certains ont l'impression chez nous, Monsieur le Président, que le Nord-Vietnam se trouve actuellement assez isolé, asphyxié même, et que politiquement, il pourra difficilement éviter de devenir une sorte de satellite de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Jamais.